Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire lié donc au report des élections. Comme vous savez, il y a différents textes qui sont sortis depuis maintenant quelques jours sur ce sujet. Nous avions organisé un premier webinaire avec Maître Ray, donc ici présent, déjà sur ce sujet il y a quelques jours. Et donc, face à cette actualité qui était quand même très récente et qui continue de bouger, nous avons décidé d'organiser un nouveau webinaire gratuit sur ce sujet, avec Simon Ray du cabinet Adamas. Voilà, donc le sujet, bien sûr, étant voilà, quelles incidences du report des élections sur l'installation des élus et la désignation des nouveaux exécutifs. On va voir, il y a différents sujets, bien sûr, les exécutifs à la fois les communes, les intercos, mais aussi les syndicats mixtes. Simon, je vous laisserai compléter en fonction des informations qu'on a, même si on sait qu'il y a encore des choses qui restent à ajuster. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite à tous les bienvenus au nom de la Gazette des communes. Rapidement, quelques mots d'introduction sur la Gazette des communes. La Gazette des communes, vous savez, on a une offre de formation qui est assez importante, plus de 200 programmes de formation à disposition. Bien évidemment, en ce moment, on les propose tous en mode classe virtuelle, c'est-à-dire donc en formation à distance, avec du coup des adaptations sur les agendas. Vous voyez les différentes rubriques que l'on traite. Donc, on traite quand même d'une majorité de sujets qui traitent du fonctionnement des collectivités. Et puis, plus récemment, là, on vient d'ouvrir, là, ça y est, depuis quelques jours, une nouvelle plateforme qui s'appelle Élu Academy. Donc, vous pouvez avoir les informations sur eluacademy avec un y.fr. C'est une plateforme en fait de formation à destination des élus, bien sûr les nouveaux, mais pas que. Et le principe, c'est que vous avez des ressources pédagogiques, donc des vidéos, des fiches pratiques, des quiz, des webinaires qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur tout un tas de thématiques liées au fonctionnement des collectivités. Donc, il y a des sujets de fondamentaux et des sujets plutôt de spécialisation qui sont liés à des délégations. Simon, si vous pouvez peut-être avancer sur le slide. Voilà. Donc, les fondamentaux, c'est vraiment compréhension du statut de l'élu, les compétences des collectivités, l'organisation des collectivités, les sujets de gouvernance, etc. Puis des fondamentaux sur les matières qui nous semblent clés dans une collectivité, c'est-à-dire les finances, les RH et les achats. Voilà. Et puis après, des premiers éléments de spécialisation qui sont liés souvent à des délégations, l'action sociale, l'éducation, l'urbanisme, le pouvoir public et la sécurité. On aura d'autres éléments qui viendront compléter bien évidemment cette offre-là, parce que bien évidemment, pour l'instant, elle n'est pas exhaustive, là, vu la liste des sujets qu'on vient d'afficher. Nous organiserons du coup un webinaire par mois pour les gens qui sont abonnés à cette plateforme. Donc, pour eux, ce sera gratuit. Ces webinaires, là, le premier, ce sera normalement sur la relation cadre-élu. Et puis, on a d'autres qui sont prévus également sur tout ce qui est justement les étapes clés du mandat, qu'est-ce qu'il faut ne pas rater. Voilà, donc ça, c'est le programme de l'Académie. Donc, vous voyez, le principe, en fait, c'est que vous vous connectez en fait, à une plateforme, et vous y accédez via des identifiants. Il n'y a pas de logiciel installé, hein, tout est simple. D'ailleurs, vous accédez aux ressources et vous pouvez y accéder quand vous voulez, et aussi bien via votre ordinateur que via votre tablette ou votre smartphone. Donc ça, c'est quand même assez confortable, et notamment pour les élus qui ont parfois des difficultés pour se former, pour trouver du temps pour se former. On va dire c'est un dispositif qui permet du coup de se former dans des conditions, on va dire, idéales en fonction du temps que vous avez à disposition. Voilà. Je vais juste vous faire cette présentation du coup sur eluacademy.fr. Bien évidemment, la Gazette des communes est un organisme de formation agréé pour la formation des élus. Ce qui vous offre du coup une possibilité du coup de faire financer ces actions de formation dans les conditions prévues par la loi. Voilà pour cette présentation sur eluacademy.fr, hein, je rajoute. Et puis maintenant, je vous propose qu'on passe directement à la présentation de Simon. Quelques éléments sur la manière dont ça va se passer, parce que je vois qu'il y a pas mal déjà de différents points de questions. Simon Ray va faire un exposé
du coup pendant environ 3/4 d'heure à peu près. Ensuite, on aura une séance de questions-réponses. D'accord? Donc, si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à les poser. Il y a un module qui est prévu dans le petit tableau de bord qui s'est affiché sur votre écran. Donc, vous pouvez poser des questions par écrit dans ce module-là. Et à la fin de la session de présentation, nous aurons un échange. Donc, je sélectionnerai les questions pour qu'on puisse du coup interagir avec Maître Ray. Voilà. Maître Ray, c'est à vous de jouer. Bon bonjour à tout le monde. Donc je commence à me présenter. Donc Simon Ray, avocat barreau de Lyon. J'interviens au sein du cabinet à Damas. Le cabinet à Damas, on est une 70aine d'avocats répartis sur 5 territoires en France. On est à Paris, dans un cabinet à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille et dernièrement à Rennes. Donc, le sujet de ce jour qui ne manque pas d'actualité et, vous le verrez, de complexité, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça de la manière la plus pédagogique possible, tout en essayant d'être exhaustif. Donc, comme vous le voyez, on a différents textes qui sont intervenus suite à la tenue du premier tour de scrutin le 15 mars dernier et du fait de l'épidémie de Covid-19, son report à une date ultérieure. On a la loi du 23 mars 2020 qui était intervenue en urgence pour définir le cadre d'intervention et quelque part le mode opératoire à procéder pour reporter ce second tour, mais aussi gérer la période transitoire. Donc il y avait un premier aspect de cette loi, c'était d'habiliter le gouvernement à légiférer par le biais d'ordonnances, et c'est pour ça qu'on a eu un certain nombre d'ordonnances qui sont intervenues pour préciser un petit peu les règles transitoires. Et la loi avait fixé un cadre en prévoyant l'entrée en vigueur des différents élus le 15 mars, des personnes élues le 15 mars dernier, et en cas de report de scrutin, quand pourrait se tenir ce deuxième tour, et on le verra, ça continue à bouger. Donc, différentes ordonnances qui sont intervenues, du 1er avril, qui est venu préciser notamment différentes, on le verra, délégations qui sont conférées par la loi à l'exécutif pour assurer le fonctionnement transitoire des collectivités. Une ordonnance du 8 avril qui est venue, elle, préciser les modalités de remplacement en cas, par exemple, de décès ou de démission dans cette période transitoire. L'ordonnance du 13 mai qui, elle, est venue adapter certaines règles. Le décret du 14 mai qui a été une des premières étapes importantes dans la mise en place, puisqu'il a fixé l'entrée en vigueur des élus, des candidats qui ont été élus définitivement le 15 mars dernier dans les communes au complet, c'est-à-dire le conseil municipal d'une commune qui a été élue au complet le 15 mars dernier. Ces élus sont entrés en vigueur le 18 mai dernier. Ça a permis on le verra, d'avoir différentes incidences. Deuxième pierre qui est intervenue la semaine dernière, c'est du décret, ou non, il y a 2 semaines, pardon, du 27 mai dernier, qui est venu fixer la date du deuxième tour de scrutin, on le verra, au 28 juin prochain, date qui pourrait évoluer, on le verra, selon l'évolution de la situation sanitaire, puisque le même jour, un projet de loi avait été déposé à l'Assemblée nationale pour prévoir, si jamais les conditions sanitaires ne permettent pas la tenue du deuxième tour, qu'est-ce que l'on fait ? Éventuellement l'annulation de ce second tour de scrutin et le report à une date ultérieure et pendant la période des modalités transitoires pour gérer les collectivités, mais principalement les EPCI et syndicats mixtes qui ne seraient pas toujours pleinement recomposés. Ce projet de loi, comme je vous dis, il y a une grande actualité puisqu'il est en cours d'examen au sein du Parlement. Il a fait l'objet d'une adoption le 8 juin dernier par l'Assemblée nationale et hier, le 10 juin, par le Sénat, dans des versions partiellement différentes. Donc, comme on a un désaccord, on est sur une procédure accélérée, on va aller normalement en commission mixte paritaire pour trancher et essayer d'avoir un texte définitif. Et donc, voilà, on va envisager les différentes hypothèses en la matière. Donc, si on résume un petit peu la situation, le report du second tour de scrutin, qu'est-ce qui a été décidé? Il a été décidé que le second tour de scrutin se tiendrait le 28 juin prochain, avec la possibilité de l'annuler, selon les modalités qui sont prévues dans le projet de loi en cours de discussion au Parlement.
Là-dessus, on est obligé de distinguer deux versions, puisque la version Assemblée nationale et celle du Sénat sont différentes. L'Assemblée nationale a prévu que le 14 juin prochain, on ait un avis du Conseil scientifique sur la possibilité de tenir le second tour de scrutin. Et derrière, deux options, soit une annulation du deuxième tour de scrutin dans l'ensemble des communes par décret et un report de l'ensemble du processus électoral, c'est-à-dire premier et deuxième tour au plus tard à janvier 2021, en cas d'avis défavorable du conseiller scientifique qui considérerait que le risque serait trop important, ou deuxième option alternative, où là, il est prévu que jusqu'au 27 juin prochain, par décret en Conseil des ministres, c'est-à-dire jusqu'à la veille du second tour, on peut annuler le second tour dans une ou plusieurs communes, sans pouvoir concerner plus de 5% des communes où se tient le deuxième tour, donc une annulation partielle pour certaines communes en raison d'une évolution un petit peu importante des clusters dans certaines situations. Donc ça, c'est la version Assemblée nationale qui prévoit la possibilité d'annuler le second tour de scrutin selon ces deux modalités. La version du Sénat, elle, renforce un petit peu l'information du Parlement, puisqu'elle prévoit que au plus tard 15 jours avant le 28 juin prochain, un rapport qui sera fondé sur l'avis du Conseil scientifique devra être remis par le gouvernement au Parlement pour préciser l'état de la pandémie et les risques liés à la tenue du second tour. Le Sénat a supprimé la possibilité d'annuler l'ensemble du deuxième tour dans l'ensemble des communes. Et toutefois, il a maintenu une annulation partielle possible par décret en Conseil des ministres qui pourra être adoptée jusqu'à la veille du second tour, c'est-à-dire jusqu'au 27 juin, pour annuler le second tour dans une ou plusieurs communes si jamais on constatait une évolution assez importante de l'épidémie sur certains territoires. Mais ici, comme vous le voyez, le Sénat a refusé une annulation du second tour dans l'ensemble des communes. Pourquoi? Puisque en l'état, a priori, on devrait pouvoir tenir un second tour le 28 juin prochain, mais une annulation en l'état ne peut pas être exclue. Tout d'abord, regardons la situation des communes qui ne seront pas concernées et des intercommunalités qui ne seront pas concernées par le report du second tour, on va dire les chanceux de la situation. Il s'agit des 30 143 communes dont le conseil municipal a été élu au complet le 15 mars dernier et les 154 EPCI à fiscalité propre qui n'étaient composés que de communes dont l'ensemble des conseils municipaux ont été élus au complet le 15 mars dernier, mais également les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes uniquement composés de ces communes et ces EPCI à fiscalité propre. Ceux-ci sont les chanceux qui ne sont pas concernés par l'ensemble du dispositif qu'on va évoquer après. Pour ceux-ci, comme je vous l'ai évoqué, le décret du 14 mai est venu fixer la date de leur entrée en vigueur, puisque au 18 mai 2020, les conseillers municipaux et communautaires élus le 15 mars 2020 sont entrés en fonction. Leur date d'installation, elle s'est tenue puisque là c'était la loi qui avait prévu la tenue de cette séance d'installation, elle est intervenue entre le 23 et le 28 mai dernier pour les communes. Elle est intervenue pour les EPCI à fiscalité propre au plus tard le 8 juin dernier. Pour les syndicats intercommunaux, celle-ci doit intervenir selon deux situations, puisque les syndicats intercommunaux dont l'ensemble des communes membres ont vu leur conseil municipal élu au complet le 15 mars dernier, doivent se réunir au plus tard le vendredi de la 4e semaine qui suit l'élection du maire. Donc, si l'ensemble des maires de leurs communes membres, de ces communes membres, ont été élus entre le 23 et le 24 mai, la séance d'installation, c'est au plus tard le 19 juin. Par contre, si un des maires d'une de ces communes membres a été élu entre le 25 et le 28 mai, la séance d'installation de ce syndicat intercommunal interviendra le 26 juin prochain. Pour les syndicats mixtes fermés, ici, la date d'installation sera au plus tard au 10 juillet 2020. Précision pour les syndicats mixtes ouverts là-dessus. Première règle, regardons les statuts. Est-ce que les statuts prévoient une date précise? Deuxième option, est-ce qu'ils renvoient
au droit commun de l'intercommunalité. Si tel est le cas, leur date d'installation sera le 10 juillet prochain. À défaut, on est face à une incertitude juridique. Petite précision, puisque la loi, le projet de loi que je vous évoquais, qui a été adopté le 10 juin dans sa version du Sénat, on va le voir, prévoit de nombreuses modifications, ce projet de loi dans sa version Sénat, prévoit la possibilité de fixer les indemnités de fonction de ces nouveaux élus au plus tard le 30 septembre 2020, avec possibilité d'effet rétroactif, puisque normalement, comme vous le savez, à compter de l'installation du Conseil, vous avez un délai de 3 mois pour délibérer sur les indemnités de fonction. Là, le projet de loi prévoit un délai supplémentaire. Donc, petit rappel de la situation pour ces élus, on va dire, chanceux, puisque on distingue les communes de plus de 1000 habitants, dont le conseil municipal a été élu complet le 15 mars dernier. On a un report, un maintien des candidats des conseillers municipaux sortants, avec une installation pour ces communes de plus de 1000 habitants le 18 mai, prise de fonction. Pareil pour les communes de moins de 1000 habitants, vous les voyez en violet, prise de fonction le 18 mai, 5 jours, entre 5 et 10 jours, entre le 23 et le 28 mai, séance d'installation, et derrière, pareil pour l'interco avant le 8 juin, et derrière, possibilité de désigner séance d'installation des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes. Voilà, je vais assez rapidement sur cette situation puisque la plupart sont réglés aujourd'hui. Maintenant, concentrons-nous sur la situation des collectivités qui font l'objet d'un second tour de scrutin et pour lesquelles les règles et la tenue du second tour le 28 juin ou plus tard aura une réelle incidence. Donc, tout d'abord, voyons quelles collectivités sont concernées. C'est les communes pour lesquelles un second tour de scrutin est nécessaire. Donc, c'est les communes de plus de 1000 habitants où aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Deuxième collectivité, ce sont les communes de moins de 1000 habitants, dont au moins un conseiller municipal n'a pas été élu le 15 mars, puisque, comme vous le savez, les communes de moins de 1000 habitants peuvent faire l'objet de candidats élus définitivement le premier tour et certains autres qui doivent faire l'objet d'un second tour. C'est la même chose pour les villes de Paris, Lyon et Marseille qui sont élues par secteurs électoraux, et donc c'est pareil. Le second tour de scrutin ne portera que pour les conseillers qui n'ont pas été élus définitivement lors du 15 mars dernier. Sont concernés également les EPCI à fiscalité propre, également la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux créés au sein de la métropole du Grand Paris, la métropole d'Aix-Marseille, dont au moins une commune membre nécessite un second tour de scrutin pour que son conseil municipal soit élu au complet. La métropole de Lyon et bien évidemment les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes composés de l'une de ces communes, des trois types de communes que je vous ai visés ci-avant, ou d'EPCI à fiscalité propre évoqués en la matière. Deux situations, comme je l'évoquais, deux situations doivent être distinguées puisque, comme je vous l'ai dit, le projet de loi prévoit éventuellement l'annulation du second tour de scrutin. Donc, première option, le second tour de scrutin peut se tenir le 28 juin prochain. Deuxième option, malheureusement, la situation sanitaire se dégrade d'ici là et on ne peut tenir le second tour de scrutin le 28 juin prochain. On a un avis défavorable du conseil scientifique et donc là, on le verra, deux situations, soit une annulation totale si on maintient la version Assemblée nationale, soit qu'une annulation partielle si l'on retient la version du Sénat. Donc, première option qui, entre nous, à mon sens, est la plus probable, tenue d'un second tour de scrutin le 28 juin prochain. La loi et les décrets ont prévu tout d'abord certaines particularités quant à la tenue de ce second tour de scrutin, puisque, comme vous le savez, c'est une des premières fois dans notre histoire démocratique où on a un tel delta entre le premier tour et le second tour de scrutin. Tout d'abord, il a été précisé que le second tour de scrutin ne portera, pour les communes de moins de 1000 habitants et les villes de Paris, Lyon, Marseille,
que sur les sièges qui n'ont pas été définitivement pourvus le 15 mars dernier ou ceux qui seraient devenus vacants avant le second tour de scrutin. Donc, autrement dit, les conseillers municipaux élus définitivement au premier tour pour ces communes ne feront pas l'objet d'un second tour. Autre élément important, on va conserver les listes électorales du premier tour avec de brèves ajustements pour éventuellement intégrer les électeurs qui deviendraient majeurs au 28 juin et éventuellement radier les personnes décédées ou privées de droit de vote dans cet intermédiaire. Mais sinon, outre ces deux petits ajustements, on conserve les listes électorales du premier tour pour garantir la sincérité du scrutin. On a prévu également une période complémentaire pour déposer les candidatures. Je vais rapidement puisque celle-ci a expiré le 2 juin dernier et également a été prévue la possibilité, le maintien des candidatures qui avaient été enregistrées avant le mardi 17 mars de 2020 à 18 h. Le début de la campagne officielle commencera le 15 juin prochain. On a prévu également un report des dates limites de dépôt des comptes de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et de leur financement, qui a été décalé au 10 juillet 2020 pour les listes non admises au deuxième tour et celles élues dès le 15 mars, et un report au 11 septembre prochain pour les listes présentes au deuxième tour. Attention là-dessus, jusqu'au 28 juin prochain, les règles applicables à la propagande continuent à s'appliquer, notamment en ce qui concerne l'interdiction d'ouvrir un numéro vert, l'interdiction d'apposer des affiches en dehors des panneaux dédiés à cet effet et les interdictions de communication publicitaire pour les réalisations de la collectivité. Donc attention à votre communication si vous êtes élu sortant sur l'ensemble des actions menées en période de Covid. Autre particularité, il a été prévu une majoration du plafond des dépenses électorales à un coefficient de 1,2 qui pourra être modifié par décret. Également, on a décalé pour les collectivités concernées la date de dépôt des documents par le mandataire financier au 30 juin prochain. Attention là-dessus, les mandataires financiers doivent continuer à procéder aux dépenses de campagne, puisque depuis le 1er septembre dernier, cela est prévu. Le scrutin ne pourra pas être clos après 20 h, cela a été prévu par décret. Également, les procurations qui ont été établies en vue du second scrutin initialement prévu le 22 mars restent valables pour le second tour du 28 juin. Et là-dessus, je pense que c'est une disposition qui sera adoptée puisque tant l'Assemblée nationale que le Sénat ont adopté de manière concordante cette possibilité qui prévoit que chaque mandataire pourra être titulaire de 2 procurations en vue de ce second tour de scrutin. Maintenant, venons-en aux incidences de ce report sur la séance d'installation des communes et, on le verra après, des intercommunalités, des EPCI à fiscalité propre, puis des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes. Donc, tout d'abord, les incidences de ce report sur la séance d'installation des communes. Ici, comme on a la date du second tour le 28 juin prochain, on retombe dans les règles de droit commun, donc la séance d'installation devra se tenir au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche qui suit le deuxième tour, soit entre le 3 et le 5 juillet prochain. Ici, les règles qui vont concerner la tenue de cette séance d'installation ont été précisées et on a des règles particulières prévues dans cette période d'état d'urgence sanitaire pour faciliter le présentiel des élus en respectant les règles sanitaires en vigueur. Sur la convocation, la règle ne change pas, elle devra être faite 3 jours francs avant la séance, faite par le maire sortant de manière dématérialisée. Là-dessus, je vous rappelle, la loi engagement et proximité du 27 décembre dernier a inversé la règle. Par principe, les élus sont convoqués de manière dématérialisée et par exception par voie postale sur la demande de ceux-ci. L'ordre du jour, à minima, élection du maire, des adjoints et lecture de la charte de l'élu local, mais
eu égard avec et la nécessité de permettre aux organismes de second rang de devoir s'installer assez rapidement avant l'été, je pense qu'il serait de bonne loi, lors de cette séance d'installation, de procéder également à la désignation des représentants de la commune au sein des organismes extérieurs, principalement syndicats intercommunaux et syndicats mixtes, pour leur permettre de s'installer rapidement. Cette séance d'installation, on a des règles de quorum particuliers. Pour l'élection du maire et des adjoints, les règles de quorum ont été abaissées au tiers des conseillers présents. Donc, les conseillers absents mais représentés ne seront pas pris en compte dans ce quorum, mais il a été abaissé au tiers et non plus à la moitié des conseillers présents. Mais cela seulement pour l'élection du maire et des adjoints, puisque pour les autres questions, on reste sur les règles de quorum, on va dire de droit commun de la période de Covid, puisque c'est bien le tiers des conseillers présents ou représentés qui sont pris en compte dans le quorum. Autrement dit, pour les autres questions hors élection du maire et des adjoints, le quorum sera, les conseillers absents mais représentés seront pris en compte dans le quorum. Les pouvoirs, ici, chaque conseiller pourra être porteur de 2 pouvoirs contre 1 en temps normal. Sur le lieu de réunion, il est prévu par l'ordonnance du 13 mai que le maire aura 3 options. Soit il pourra informer le préfet, puisqu'il pourra décider de réunir la commune dans tout lieu, y compris hors du territoire communal, mais il devra préalablement en informer le préfet et l'indiquer dans la convocation. Le texte, en l'état, parle de décision du Conseil, ce qui est un petit peu absurde, mais là-dessus, le projet de loi en cours qui a été adopté au Sénat le 10 juin dernier corrige la copie, puisqu'il prévoit bien que c'est le maire qui décide du lieu de réunion où pourra se tenir le conseil municipal, généralement, par exemple, dans une salle des fêtes ou dans un gymnase, pour avoir un espace plus important pour permettre de respecter les gestes barrières. La publicité des débats, là-dessus, il est prévu 3 options. Soit la séance se tient sans public, et dans cette hypothèse, il faudra procéder à une retransmission en direct par tout moyen, audio ou visio. Deuxième option, soit en présence du public, mais on limite le nombre de places. Soit, dernière option, le huis clos qui pourrait être décidé en début de séance. Et là-dessus, à mon sens, à l'initiative des conseillers municipaux sous la présidence du doyen d'âge avant l'élection du maire pour décider un tel huis clos. Enfin, la téléconférence est exclue, bien sûr, parce qu'on est sur un scrutin secret pour lequel la téléconférence n'est pas possible. Maintenant, on va voir quel est le fonctionnement des communes jusqu'à l'installation du nouveau conseil municipal. Jusqu'au 28 juin prochain, c'est-à-dire jusqu'au second tour de scrutin, il est prévu que les conseillers municipaux sortants conservent leur mandat, même dans les communes où certains conseillers municipaux ont été définitivement élus, puisque ceux-ci ne rentrent en fonction que le lendemain du second tour. Ici, on a eu une suspension de l'obligation d'organiser des élections partielles, bien évidemment, puisque les circonstances ne le permettent pas. Donc, ça a une incidence en cas d'éventuelle démission des conseillers municipaux sortants, puisque pour les communes de moins de 1000 habitants, si les conseillers municipaux sortants démissionnent avant le 28 juin prochain, le siège restera vacant. Pour les communes de moins de 1000, ils seront remplacés par le suivant de liste et à défaut, vacance du siège. Jusqu'à la séance d'installation, il est prévu le maintien du mandat du maire et des adjoints sortants qui vont être en charge de l'exécutif de la commune, et ce, alors même qu'ils n'auraient pas été éventuellement, ne se seraient même pas représentés aux élections. Le maire sortant conservera jusqu'à la séance d'installation le mécanisme qui a été prévu par l'ordonnance du 1er avril, qui prévoit que le maire bénéficie de l'ensemble des délégations que le conseil municipal peut lui accorder conformément à l'article L2122 du CGST, à l'exception de la question des emprunts, le conseil municipal pouvant à tout moment décider de modifier l'étendue de ces délégations. En l'état du droit, le texte prévoit que ces délégations prennent fin le 10 juillet prochain.
Là-dessus, attention, le projet de loi dans sa version du Sénat du 10 juin met fin à ces délégations au 28 juin prochain. Donc, ça veut dire que le maire sortant conservera, si le texte est adopté en l'état, l'ensemble des délégations du conseil municipal jusqu'au 29 juin. À compter du 30 juin et jusqu'au 3, entre le 3 et le 5 juillet prochain, selon la DGCL, il récupère les délégations qui lui avaient été consenties préalablement. Et là-dessus, éviter de prendre des décisions dans cette période-là. En cas de vacance du siège du maire, les fonctions sont provisoirement exercées par un adjoint dans l'ordre du tableau et à défaut par un membre de l'organe délibérant désigné par celui-ci. On est sur une règle dérogatoire. Le mandat d'adjoint, s'il devient vacant, le conseil municipal a la faculté de le remplacer, mais bien évidemment dans une séance hors téléconférence. Quelle est l'étendue, une question qui a fait couler beaucoup d'encre, l'étendue des pouvoirs du conseil municipal jusqu'au 28 juin prochain. Selon la DGCL, là-dessus, sa position est assez claire. Les pouvoirs des conseillers municipaux qui ont été quelque part remis en fonction sont pleins et entiers. Pourquoi ? Puisque, selon la DGCL, les textes prévoient leur remise en vigueur et ne limitent pas l'étendue de leurs pouvoirs pendant l'état d'urgence sanitaire. Donc, pas de limitation. Toutefois, à mon sens, il convient de rester tout de même prudent, puisque, je vous rappelle, on a un principe traditionnel de droit public qui prévoit que l'autorité des investis, qui est restée provisoirement en fonction, ne peut expédier que les affaires courantes. Certes, l'ordonnance du 1er avril déroge à ce principe jurisprudentiel, donc d'une norme supérieure. Donc, pour les matières qui font l'objet, qui sont visées à l'article L2122, là-dessus, il n'y a pas de risque. Il y a une remise dans les plénitudes des pouvoirs prévus par cette ordonnance. Par contre, pour les matières hors ces délégations, à mon sens, il pourrait avoir un débat en la matière et la position de la DGCL n'est pas évidente là-dessus. En l'absence de jurisprudence, je pense qu'il convient de rester prudent. Maintenant, quelle est la particularité du fonctionnement du conseil municipal jusqu'à cette date du 28 juin? Particularité puisqu'il est prévu une dérogation à l'obligation de réunion trimestrielle du conseil municipal. De plus, on a un droit d'initiative des conseillers municipaux, c'est-à-dire 1/5 des membres du conseil municipal peuvent demander au maire sortant de provoquer une réunion du conseil municipal qui doit se tenir alors dans un délai maximum de 6 jours, notamment pour éventuellement modifier l'étendue des délégations qui ont été conférées au maire par l'ordonnance du 1er avril. Il est prévu également une faculté de se dispenser de la consultation des commissions, et notamment des commissions thématiques permanentes. Ici également, ce texte, l'article 4 de l'ordonnance, a fait également couler beaucoup d'encre, puisque certains, à mon avis mal avisés, ont considéré que cette disposition permet de s'exonérer de la consultation de la CAO. À mon sens, cette lecture est juridiquement erronée et, en tout état de cause, est très risquée, puisque si le législateur avait vraiment voulu viser la CAO parmi les commissions desquelles on pouvait se dispenser, il a explicitement fait référence aux règles régissant, aux articles du CGCT régissant la CAO, comme il l'a fait notamment pour les avenants de plus de 5%, où là, l'ordonnance du 22 avril 2020 prévoit explicitement que la CAO peut être, on peut s'abstenir de consulter la CAO pour conclure de tels avenants. Donc, à mon sens, là-dessus, position prudentielle jusqu'à l'installation de la nouvelle CAO, enfin jusqu'au 28 juin prochain. Si vous êtes amené à conclure un marché qui nécessite la consultation préalable de la CAO, il convient d'y procéder. La visioconférence ou l'audioconférence pourra être tout à fait utilisée pour ces séances du conseil municipal dès lors qu'on n'a pas de scrutin secret ou on n'a pas à procéder à des élections pour lequel le scrutin secret s'impose. Le quorum, il est abaissé à 1/3 des membres présents ou représentés et une personne pourra être titulaire de 2 pouvoirs. Je vous ai mis un petit focus ici sur le fonctionnement des communes après la séance d'installation. Pourquoi? Puisque le projet de loi adopté par le Sénat le 10 juin dernier prévoit
une multitude de règles qui permettent de proroger certaines règles dérogatoires qui ont été prévues en cas d'état d'urgence sanitaire. Il est tout d'abord prévu que les commissions thématiques, on pourra s'abstenir de les consulter jusqu'au 30 octobre 2020. D'autant plus par rapport à la lecture que je vous évoquais sur la CAO, je vois mal que l'on puisse considérer que l'on s'abstienne de consulter la CAO jusqu'au 30 octobre prochain. Les visios et les audioconférences pourront également demeurer pour procéder aux réunions du conseil municipal suivant, dès lors qu'on n'a pas un scrutin secret qui s'impose, jusqu'au 30 octobre prochain. De même, le quorum ici, on a une règle particulière puisqu'il est maintenu entre le 11 juillet et le 30 août prochain à un quorum d'un tiers des membres présents. Donc là-dessus, petite subtilité, jusqu'au 10 juillet prochain inclus, le quorum, c'est un tiers des membres présents ou représentés, et à compter du 11 juillet prochain jusqu'au 30 août prochain, ce sera un quorum d'un tiers des membres présents, si le texte est adopté en l'état dans sa version du Sénat. Une personne pourra continuer, un élu pourra être toujours titulaire de 2 pouvoirs jusqu'au 30 août prochain. De même, les lieux de réunion, pareil, hein, on pourra décider, le maire jusqu'au 30 août prochain pourra décider de réunir le conseil municipal en tout lieu, en informant le préfet et la publicité des débats, toujours jusqu'au 30 août prochain, selon les 3 modalités préalablement évoquées. Donc, les règles dérogatoires du fonctionnement en période de Covid ont été largement prorogées pour certaines, donc on va pouvoir maintenir un fonctionnement transitoire pendant une période donnée. Donc, je vous ai fait un petit rappel ici sur la situation applicable pour les communes et les éventuels reports. Voilà. Donc, en distinguant à chaque fois la situation des communes de plus de 1000 habitants où on a dû faire un deuxième tour de scrutin, et en gris, la situation des communes de moins de 1000 habitants où on a un deuxième tour de scrutin, comme vous le voyez ici. Pour les communes de plus de 1000 habitants, le 28 juin prochain, on aura l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Par contre, pour les communes de moins de 1000, il faudra attendre la séance d'installation pour avoir la désignation des conseillers communautaires qui, je vous le rappelle, pour les communes de moins de 1000, c'est les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau, suite à l'élection du maire et des adjoints. Maintenant, deuxième situation, on va voir l'incidence du report sur la séance d'installation des EPCI à fiscalité propre et les règles de fonctionnement transitoire pour lesquelles le législateur nous a prévu un dispositif pour le moins complexe. Sur la séance d'installation, elle interviendra au plus tard, la loi du 23 mars le prévoit, hein, le 3e vendredi qui suit le 2e tour, soit au plus tard avant le 17 juillet prochain. Cette séance d'installation, selon les dates et selon l'évolution des textes, sera soumise à des règles de fonctionnement particuliers. Pourquoi? Première option, si la séance d'installation se tient jusqu'au 10 juillet inclus, on va avoir certaines règles particulières. Si la séance se tient entre le 11 et le 17 juillet, en l'absence d'adoption du texte tel que voté par le Sénat, d'autres règles devront s'appliquer. Et enfin, troisième option, si la séance d'installation se tient entre le 11 juillet et le 17 juillet prochain avec les modifications introduites par la loi, le projet de loi qui a été adopté tel qu'adopté par le Sénat le 10 juin dernier, on aura d'autres règles qui s'appliqueront. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de vous résumer l'ensemble des situations ici en l'état du droit aujourd'hui et des évolutions probables telles qu'on les connaît en l'état. La convocation là-dessus, elle sera faite bien sûr par le président sortant ou à défaut par le premier vice-président dans l'ordre du tableau, dans un délai de 5 jours francs, une fois l'ensemble des maires des communes membres élus. Là-dessus, attention, le projet de loi, dans sa version adoptée par le Sénat le 10 juin dernier, prévoit un délai de convocation dérogatoire de 3 jours francs. Pourquoi? Pour permettre une séance d'installation assez rapide avant l'été des EPCI à fiscalité propre. Je vous rappelle là-dessus, l'envoi devra, comme pour les communes, être dématérialisé. On devra convoquer par voie dématérialisée les conseils communautaires. Et aussi, attention, puisqu'il devra être envoyé une copie
de cette convocation à l'ensemble des conseillers municipaux des communes membres qui ne sont pas membres du conseil communautaire. L'ordre du jour, comme pour les communes, à minima élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, plus lecture de la charte de l'élu local. Moi, je vous conseille également, en la matière, de procéder à la désignation des représentants au sein des organismes extérieurs et aussi d'envisager les délégations d'attribution du conseil communautaire au président. Pourquoi? Parce que là-dessus, je vous rappelle que les délégations légales prévues pour le président sortant prenaient fin initialement le 10 juillet prochain et a priori devraient prendre fin, si le texte est adopté par le Sénat dans cette version, le 29 juin prochain. Cette réunion ne pourra bien évidemment pas, dans toute hypothèse, pas se tenir par téléconférence, on devra nécessairement être sur du présentiel. Les règles de quorum, c'est là où les trois situations sont différentes, puisque si on a notre séance d'installation avant, enfin jusqu'au 10 juillet inclus, ça sera un tiers des conseillers présents ou représentés, même pour l'élection du président et des vice-présidents, en l'état des textes. Si on ne modifie pas cette règle, on retombera pour une séance d'installation entre le 11 et le 17 juillet prochain sur la règle de droit commun, donc la moitié des conseillers présents. Toutefois, la loi, le projet de loi adopté par le Sénat le 10 juin dernier prévoit un retour à une règle de quorum allégée, mais là-dessus, c'est un tiers des conseillers présents qui seront pris en compte dans le quorum. Les conseillers absents mais représentés ne seront pas pris en compte. Donc, attention, là-dessus, on a une bizarrerie un petit peu juridique, puisque si vous faites votre séance d'installation jusqu'au 10 juillet, vous pourrez élire le président et les vice-présidents avec un tiers des conseillers présents ou représentés, alors que à compter du 11 juillet, si les textes sont adoptés tels quels définitivement, ça sera un tiers des conseillers présents. Les pouvoirs si votre session d'installation jusqu'au 10 juillet, 2 par conseiller, et à compter du 11 juillet, en l'état du droit positif, on retourne au droit commun, donc ça sera un seul par conseiller. Toutefois, le Sénat prévoit qu'une séance d'installation entre le 11 et le 17 juillet, on pourra avoir 2 pouvoirs par conseiller. La publicité des débats, jusqu'au 10 juillet, on n'a pas de doute, hein, c'est les mêmes modalités que celles prévues pour les communes que je vous évoquais, hein, soit sans public avec retransmission directe, soit en présence du public mais de manière limitée, soit vote à huis clos. Si le projet de loi ne prévoit pas de modification sur ce point, ce sera les règles de droit commun qui s'appliqueront, présence du public dans la limite des places disponibles, soit vote à huis clos, mais sachez que le Sénat, dans la version qu'il a adoptée le 10 juin dernier, prévoit que jusqu'au 30 août, on pourra prévoir les mêmes modalités que celles que je vous évoquais, soit sans public plus retransmission en direct, soit en présence du public mais de manière limitée, soit vote à huis clos. Également sur le lieu de réunion, ici, le Sénat, dans sa version du 10 juin, prévoit que le président pourra réunir l'organe délibérant en tout lieu et il pourra en informer le préfet. Voilà sur les modes de fonctionnement particuliers du conseil communautaire lors de cette séance d'installation. Maintenant, on va voir quel est le mode de fonctionnement des EPCI à fiscalité propre jusqu'au renouvellement complet du conseil à l'issue du second tour de scrutin. C'est là où les textes prévoient une règle assez compliquée puisqu'on a une composition mixte du conseil communautaire, puisque vous êtes composé à la fois de communes dont les conseillers municipaux ont été élus au complet le 15 mars dernier, donc qui, eux, ont leur conseiller communautaire, leur nouveau conseiller communautaire en fonction. Donc, c'est ceux-ci qui seront d'une part intégrés dans l'organe délibérant, mais également les communes qui font l'objet d'un deuxième tour de scrutin qui n'ont pas de nouveaux conseillers communautaires, et donc c'est les conseillers communautaires sortants qui seront membres de l'organe délibérant. Donc, le conseil communautaire, depuis le 18 mai dernier, fait l'objet d'une composition hybride ou mixte avec ces deux types de conseillers. Donc, pour essayer de décortiquer et expliciter la règle, il faut distinguer à chaque fois entre les communes de moins de 1000 et les communes de plus de 1000. Donc, première option, la plus simple, pour les communes dont le conseil municipal a été élu au complet le 15 mars, pour les communes de moins de 1000 habitants, les nouveaux conseillers communautaires qui
figureront au sein du conseil communautaire, c'est les conseillers municipaux qui seront désignés entre le 23 et le 28 mai prochain, puisque, comme je vous le rappelle, pour les communes de moins de 1000, les conseillers communautaires sont les conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau. Donc, comme l'ordre du tableau sera défini lors de la séance d'installation, suite à l'élection du maire et des adjoints, c'est à ce moment-là que ces nouveaux conseillers communautaires pourront siéger au sein du conseil communautaire. Pour les communes de plus de 1000, la règle est plus simple, puisque ceux-ci ont été élus le 15 mars dernier et sont entrés en fonction le 18 mai. Donc depuis le 18 mai, c'est ceux-ci qui peuvent siéger au sein du conseil communautaire. Maintenant, la règle la plus délicate, c'est pour les communes dont le conseil municipal n'a pas été élu au complet le 15 mars. Là-dessus, 3 situations doivent être distinguées, puisqu'on doit faire une comparaison entre le nombre de sièges dont disposait la commune depuis mars 2014, autrement dit avant le renouvellement général des conseils municipaux, et la nouvelle composition, c'est-à-dire le nouveau nombre de sièges dont bénéficiera la commune au sein de l'intercommunalité à compter du prochain renouvellement, c'est-à-dire la nouvelle composition qui a été fixée par l'arrêté préfectoral pris au plus tard au 31 octobre 2019, soit selon un accord local, soit selon la procédure organisée. Donc, il va falloir distinguer ces deux nombres de sièges dont bénéficie la commune. Première option, le nombre de sièges 2014 de la commune est égal au nombre de sièges 2020 de celle-ci, au sein de l'interco. La règle est simple, les conseillers communautaires sortants sont tous maintenus au sein du conseil communautaire pour les communes de moins de 1000 et plus de 1000. Deuxième option, le nombre de sièges attribués à la commune dans sa composition 2020 est supérieur à celui de 2014, c'est-à-dire dans la nouvelle composition, la commune a bénéficié de sièges supplémentaires. Donc on a besoin de conseillers communautaires en plus des conseillers communautaires sortants. Donc pour les désigner, là-dessus, il faut distinguer entre les communes de moins de 1000 et les communes de plus de 1000. Pour les communes de moins de 1000, on aura les conseillers communautaires sortants, plus les conseillers municipaux occupant le rang le plus élevé dans l'ordre du tableau suivant le dernier conseiller communautaire élu. Donc c'est ce qu'on va appeler des conseillers communautaires provisoires qui vont siéger entre le 18 mai et, le plus simple, entre le 28 juin prochain et seront désignés par le préfet. Pour les communes de plus de 1000, la règle est un petit peu plus compliquée. Il faut procéder à un nouveau calcul des sièges dont aurait bénéficié la commune en 2020 selon la situation 2014. Donc, je ne rentre pas dans le détail puisque la règle est un peu plus compliquée. Normalement, c'est les services de l'État qui y procèdent. Enfin, dernière situation, le nombre de sièges attribués à la commune selon la composition 2020 est inférieur à celle de 2014. Là, il y a une perte de sièges, il y a moins de conseillers communautaires, donc il va falloir déterminer parmi les conseillers communautaires sortants lesquels ne seront pas maintenus dans cet organe délibérant transitoire. Pour les communes de moins de 1000, là-dessus, les conseillers communautaires sortants et qui perdent leur siège sont ceux occupant le rang le moins élevé dans l'ordre du tableau. La règle est plutôt simple. Pour les communes de plus de 1000, là-dessus, il va falloir déterminer d'abord, est-ce qu'on a eu une élection de conseillers communautaires complémentaires en cours de mandat? Si tel est le cas, c'est les derniers élus qui perdent leur mandat. À défaut, c'est si on a eu plusieurs élections au cours de mandat, c'est le dernier élu qui perd son mandat. Si on a eu une seule élection au cours de mandat complémentaire, il va falloir regarder celui qui a obtenu la moyenne la moins élevée qui perdra son mandat. Et enfin, si on n'a pas eu de renouvellement, il va falloir regarder en 2014 ceux qui ont obtenu la moyenne la plus faible, c'est ceux-ci qui perdront leur mandat. Donc voilà, en sachant qu'on a des règles particulières avec les communes nouvelles et les EPCI ont fusionné l'année dernière, mais je n'entrerai pas dans le détail ici. Sur le fonctionnement maintenant de ce conseil communautaire mixte en la matière. Quel est son fonctionnement? Et jusqu'au second tour de scrutin. Tout d'abord, quelle est la compétence de ce conseil communautaire mixte? Là-dessus, la DGCL a la même position que pour les conseils municipaux sortants. Leurs pouvoirs sont pleins et entiers puisqu'ils ont leur mandat des conseillers communautaires sortants ont été maintenus. De plus, on a les nouveaux qui sont intervenus, ils ont une pleine légitimité et donc ils peuvent adopter l'ensemble des décisions. Ici, à mon sens, je pense qu'il faut observer la même prudence
que celle évoquée pour les communes, puisque si, à mon sens, on n'a pas de doute sur les pouvoirs pleins entiers du Conseil communautaire dans l'ensemble des délégations visées à l'article 5210, la règle, vous savez, des délégations est inverse pour les conseils communautaires. Hein. Le Conseil communautaire peut tout déléguer au président, sauf certaines matières, hein, 5 matières exclues à cet article. Donc, pour toutes les matières qui ne sont pas les 5 exclus, là-dessus, il n'y a pas de difficulté sur les pouvoirs pleins entiers. Par contre, sur les 5 matières exclues, à mon sens, mon conseil, c'est d'observer la prudence en la matière, en l'absence de jurisprudence là-dessus, même si la DGCL a une position que les pouvoirs sont pleins et entiers. Jusqu'à quelle date peut-on réunir le conseil communautaire mixte? Là-dessus, c'est une question à mon sens importante à évoquer. Une volonté de sécurité juridique maximale, à mon sens, devrait conduire à réunir votre conseil communautaire que jusqu'au 28 juin prochain, puisque là-dessus, la loi du 23 mars dernier prévoit bien que les conseillers communautaires sortants ne sont maintenus que jusqu'au second tour de scrutin, donc que jusqu'au 28 juin prochain. Donc, à mon sens, il pourrait faire débat sur la possibilité de réunir un conseil communautaire mixte suite au second tour de scrutin et avant, on va dire, le renouvellement général, enfin la séance d'installation, pardon, puisque normalement, suite au second tour de scrutin, la première réunion de l'organe délibérant, c'est bien la séance d'installation. Donc, à mon sens, prudence. Particularité du fonctionnement du conseil communautaire mixte jusqu'au second tour de scrutin, donc jusqu'au 28 juin prochain. Pareil, pas d'obligation de réunion trimestrielle. La réunion peut se tenir dans un délai maximum de 6 jours à la demande d'un cinquième des conseillers communautaires, notamment pour éventuellement modifier l'étendue des délégations qui sont accordées de droit au président, on va le voir après. Également, possibilité de se dispenser de la consultation de diverses commissions, et notamment les commissions thématiques permanentes. Là-dessus, même observation, on exclut la commission d'appel d'offres. Il faut, à mon sens, nécessairement la convoquer, sauf pour les avenants de plus de 5%. La visioconférence et l'audioconférence est possible hein, pour ces séances. Le quorum, ici, jusqu'au 10 juillet prochain, donc jusqu'au 28 juin prochain, sera d'un tiers des membres présents ou représentés, et une personne pourra être titulaire de 2 pouvoirs. Sur maintenant la question de l'exécutif. Là-dessus, les textes prévoient que le président, les vice-présidents et les membres du bureau sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la séance d'installation. C'est bien le président sortant qui convoquera les nouveaux conseillers communautaires pour la séance qui devra se tenir au plus tard le 17 juillet prochain. Quelles sont les attributions du président sortant en la matière? Il est prévu, et en l'état, hein, l'ordonnance du 1er avril dernier prévoit que, en l'état du droit, que jusqu'au 10 juillet prochain, le président sortant dispose de droit de l'ensemble des délégations d'attribution que le conseil communautaire peut lui conférer, sauf les matières exclues, hein, visées à l'article 5211-10, et en matière d'emprunt, les conseillers communautaires peuvent à tout moment modifier l'étendue de ces délégations. Donc, en l'état du droit, l'ensemble de ces pouvoirs sont conservés par le président jusqu'au 10 juillet prochain. Toutefois, là-dessus, attention, le projet de loi, dans sa version adoptée par le Sénat le 10 juin dernier, met fin à l'ensemble de ces délégations de droit, non pas le 10 juillet, mais le 29 juin prochain. Donc, quelle est l'étendue des pouvoirs du président sortant entre le 10 juillet ou le 29 juin et la séance d'installation plus tard le 17 juillet prochain? Ici, selon la DGCL, qui se fonde sur la loi du 23 mars 2020, les délégations qui avaient été accordées avant le renouvellement général, avant le 15 mars dernier, à l'exécutif, seront rétablies à compter de cette date jusqu'à la séance d'installation. Là-dessus, à mon sens, prudence également, éviter d'adopter certaines décisions de l'exécutif pendant cette période-là, anticiper au maximum pour adopter les décisions par le conseil communautaire mixte ou le président jusqu'au 29 juin
prochain et entre le 29 juin et le 17 juillet, se limiter vraiment, à mon sens, aux affaires courantes et urgentes pour éviter toute difficulté et tout débat derrière. Les présidents et les membres du bureau, le président et les membres du bureau seront maintenus en leur qualité de président, même s'ils ont perdu leur mandat de conseiller communautaire. Donc, même s'ils ne se sont pas représentés aux élections ou s'ils ont été battus, ils demeurent présidents sortants et bénéficient de l'ensemble des délégations du conseil communautaire jusqu'à la date évoquée avant, et ils sont maintenus jusqu'à la séance d'installation. Donc c'est bien eux qui vont procéder à la convocation. Toutefois, s'ils ont perdu leur mandat de conseil communautaire, ils ne pourront pas participer au vote du conseil communautaire mixte. Ils n'ont plus de voix prépondérante. Le bureau sortant, lui, hors les délégations en matière d'emprunt, a perdu, est-ce qualité de bureau, ses délégations du conseil communautaire. Donc, il ne peut plus être délibératif. Il ne pourra être que consultatif jusqu'au 28 juin prochain. En règle de vacances qui s'applique, en cas de démission, par exemple, du président, il sera provisoirement remplacé par un président dans l'ordre des nominations, ou à défaut, ici, règle dérogatoire, par le conseiller communautaire le plus âgé, pour éviter certaines désignations. Dans le cas où un poste de vice-président ou de membre du bureau deviendrait vacant, le conseil communautaire pourra éventuellement décider de le pourvoir à une nouvelle élection pour le remplacer avant le second tour. Vous pouvez également vous en abstenir, étant précisé que la téléconférence pour ce type de séance est impossible. Petite particularité, petite précision sur les indemnités de fonction, puisque ça avait été une question posée qui s'applique là-dessus. Deux situations. La première situation pour les membres du conseil communautaire mixte. Ici, il faudra appliquer l'ancienne délibération du conseil communautaire qui s'appliquera pour l'ensemble des membres du conseil communautaire mixte, en distinguant trois types d'élus. Pour les conseillers communautaires sortants maintenus, donc issus des communes dont le conseil municipal n'a pas été élu au complet le 15 mars, ils conserveront leurs indemnités jusqu'à la fin de leur mandat qui, par principe, interviendra le 28 juin prochain. Toutefois, les conseillers communautaires supplémentaires que je vous évoquais pour une commune qui, entre 2014 et 2020, verrait son nombre de sièges augmenter, qui seront désignés de manière transitoire par le préfet entre le 18 mai et le 28 juin prochain, eux ne pourront pas percevoir d'indemnité. Pour les conseillers communautaires sortants qui, dans le mandat, prendraient fin au 18 mai, c'est-à-dire pour les communes qui verraient un nombre de sièges réduit entre 2014 et 2020 au sein du conseil communautaire, eux perdront, ne pourront plus percevoir leurs indemnités de fonction à compter du 18 mai dernier. S'agissant des nouveaux conseillers communautaires, en fonction depuis le 18 mai dernier, il faut voir, première question à se poser, est-ce que l'ancienne délibération du conseil communautaire permet d'accorder une indemnité de fonction aux conseillers communautaires ne disposant pas de délégation de fonction? Si la réponse est positive, ils pourront à ce moment-là bénéficier d'une indemnité, mais à compter de la date de la première réunion du conseil communautaire mixte à laquelle ils participent. Pourquoi? Puisque indemnité de fonction n'est accordée que si on a un exercice effectif des fonctions. Les membres des bureaux sortants, eux, donc président, vice-président et les autres membres du bureau, continueront de percevoir leurs indemnités jusqu'à la séance d'installation du conseil communautaire qui se tiendra au plus tard le 17 juillet prochain. Ensuite, lorsque le nouveau conseil communautaire pourra s'installer, soit au plus tard le 17 juillet prochain, le nouveau conseil communautaire pourra fixer, à compter de son installation, les indemnités de fonction pour ces nouveaux élus. Là-dessus, attention, le projet de loi, tel qu'adopté par le Sénat le 10 juin, prévoit que le conseil communautaire disposera d'un délai de 3 mois, non pas à compter de la séance d'installation, mais à compter de la première réunion suivant sa séance d'installation pour fixer le montant de ces indemnités qui pourront bien évidemment avoir un effet rétroactif depuis sa séance d'installation. Voilà un petit focus sur les indemnités de fonction applicables. Enfin, pour les EPCI à fiscalité propre, petite modalité de fonctionnement après la séance d'installation à post-17 juillet, puisque comme pour les communes, le projet de loi
adopté le 10 juin dernier en Sénat, permet de proroger certaines modalités de fonctionnement de l'organe délibérant. Puisque le projet de loi prévoit la possibilité de se dispenser de la consultation de certaines commissions, notamment les commissions thématiques permanentes, jusqu'au 30 octobre prochain. De même, on pourra faire de la visio, de l'audioconférence pour les réunions du conseil communautaire hors scrutin secret, hein, bien évidemment, jusqu'au 30 octobre prochain. Pour le quorum, ça sera un tiers des membres présents jusqu'au 30 août, entre le 11 juillet et le 30 août prochain. Une personne pourra être titulaire de 2 pouvoirs jusqu'au 30 août prochain. De même, le lieu de réunion pourra être modifié jusqu'au 30 août prochain par le président et publicité des débats. De même, jusqu'au 30 août prochain, soit séance sans public, plus retransmission, séance avec du public limité ou huis clos. Voilà, si jamais vous avez des réunions, vous envisagez des réunions entre le 17 juillet et le 30 août ou le 30 octobre, des modalités de fonctionnement particulières. Donc, je vous ai fait ici un essai de synthèse des différentes situations qui peuvent être rencontrées. Comme je vous évoquais, toujours avec les communes de plus de 1000 habitants en bleu qui ont été élues au complet le 15 mars dernier, les communes de moins de 1000 élues au complet le 15 mars dernier. Donc ça, c'est les règles qu'on évoquait tout à l'heure, avec également ici en jaune les communes de plus de 1000 habitants faisant l'objet d'un deuxième tour, et en gris les communes de moins de 1000 habitants faisant l'objet d'un deuxième tour. Comme vous le voyez pour ces deux types de communes, entre le 15 mars et le 28 juin prochain, on a un maintien des élus sortants. Et 28 juin prochain, deuxième tour de scrutin. Pendant cette période mixte, entre le 18 mai et le 28 juin, composition mixte des organes délibérants, avec les élus des communes, des nouveaux élus, des communes intégralement élus le 15 mars dernier, plus les conseillers communautaires sortants pour les autres. À compter du 28 juin prochain, entrée en fonction des nouveaux conseillers municipaux et communautaires pour les communes de plus de 1000 qui auront été définitivement élus. Et pour les communes de moins de 1000, il faudra attendre la séance d'installation du conseil municipal pour que les nouveaux conseillers communautaires soient désignés dans l'ordre du tableau. Et comme vous le voyez ici, séance d'installation de l'EPCI à fiscalité propre au plus tard le 17 juillet prochain. Voilà un essai de synthèse de la situation. Maintenant, dernière situation, l'incidence du report pour les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes concernés. La séance d'installation ici pour ces différents syndicats devra se tenir pour les syndicats intercommunaux au plus tard le 31 juillet prochain, puisque la séance, c'est le vendredi de la 4e semaine qui suit l'élection des maires, qui interviendra entre le 3 et le 5 juillet, donc au plus tard le 31 juillet prochain. Pour les syndicats mixtes fermés, la règle, la séance butoir, si on applique le droit commun, ce sera le 14 août prochain. Donc de nombreux syndicats se posent la question, comment faire je ne vais pas faire une séance d'installation en plein milieu du mois d'août. Là-dessus, le Sénat, je pense, a entendu certains, et dans le projet de loi qui a été adopté le 10 juin dernier, a prévu le report de la séance d'installation pour les syndicats mixtes fermés au plus tard le 25 septembre prochain. Étant précisé que si on ne respecte pas ces délais, il n'est pas prescrit à peine de nullité. Donc, si on se réunit postérieurement, ça n'entachera pas d'irrégularité l'élection du président et des vice-présidents. Pour les syndicats mixtes ouverts, la règle, ce sont les statuts que je vous évoquais. Soit les statuts prévoient une date d'installation, donc il faudra la respecter, soit elle renvoie au droit commun de l'intercommunalité, et donc là, c'est la règle du syndicat mixte fermé 14 août ou si c'est modifié 25 septembre prochain. Et à défaut, je vous conseille de vous aligner sur les règles de droit commun de l'intercommunalité. Jusqu'à cette séance d'installation qui compose l'organe délibérant et l'exécutif de ces syndicats. La loi prévoit que le mandat des délégués sortants est prorogé jusqu'à la désignation de leurs successeurs, et ce, même s'ils ont perdu leur mandat de conseiller communautaire ou de conseiller municipal. Toutefois, là-dessus, n'oubliez pas que les membres des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes peuvent à tout moment décider de remplacer leurs représentants au sein du syndicat. Donc, une commune membre d'un syndicat intercommunal, bien que le conseiller municipal sortant qui aurait été désigné par la commune
pour la représenter au sein du syndicat est maintenue jusqu'à la désignation de successeur, a priori lors de la séance d'installation, jusqu'à la séance d'installation de ce syndicat intercommunal. Rien n'empêche à la commune, entre-temps, de désigner un nouveau représentant au sein de cette structure syndicale. Si ce remplacement conduit à remettre en cause le mandat du président du syndicat, il faudra procéder à une nouvelle désignation de l'ensemble du bureau. Là-dessus, attention, petite particularité, le projet de loi adopté par le Sénat le 10 juin dernier prévoit que le président qui aurait perdu son mandat sera remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l'ordre des nominations jusqu'à la séance d'installation suivant le 28 juin prochain. Donc, si remplacement il y a qui induit la perte du mandat du président, on ne procède pas, si le texte est adopté en l'état, à un remplacement de l'ensemble des exécutifs, mais c'est bien le vice-président suivant qui procédera à son remplacement. Le mandat du président et des vice-présidents sera prorogé. Jusqu'au 10 juillet prochain, là-dessus, le projet de loi adopté par le Sénat ne modifie pas la règle là-dessus. Le président sortant dispose de droit de l'ensemble des délégations d'attribution du comité syndical, sauf les matières visées au 5210 du CGCT en matière d'emprunt, et le comité syndical peut à tout moment modifier l'étendue de ces délégations. Mais l'ensemble de ces délégations sont maintenues que jusqu'au 10 juillet prochain. Post-10 juillet, on retombe sur les règles que je vous évoquais pour les EPCI à fiscalité propre, où les anciennes délégations reviennent en vigueur, et attention, prudence, à mon sens, sur les décisions pouvant être adoptées. Le bureau S-Qualité a perdu ses délégations du comité syndical, donc il ne pourra plus être délibératif. Ensuite, derrière, les règles sur la séance d'installation, pareil, il y a les 3 temps comme pour les EPCI à fiscalité propre, sauf que le Sénat n'a pas prévu un délai de convocation en l'état restreint, comme pour les EPCI à fiscalité propre. On est toujours sur 5 jours francs, convocation par le président de manière dématérialisée, et également convocation, je me le rappelle, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires adhérents à un syndicat qui ne serait pas membre du conseil syndical. Ça, c'est la loi engagement et proximité. L'ordre du jour, pareil, à minima élection du président, des VP et des membres du bureau, plus lecture de la charte de l'élu local. Et, à mon sens, prévoyez les délégations au président et la désignation des représentants au sein des organismes extérieurs pour éventuellement leur permettre de siéger. C'est facultatif, moi, c'est un conseil que je vous donne. Téléconférence, toujours impossible pour cette séance d'installation. Quorum, 1/3 des conseillers présents ou représentés si la séance d'installation se tient jusqu'au 10 juillet inclus. Et en l'état, la version du texte du Sénat, si vous êtes sur une séance d'installation entre le 11 juillet et éventuellement plus tard, permet de proroger le quorum abaissé à 1/3 des conseillers présents jusqu'au 30 août prochain. Donc attention, ce sera une question à peser. Les pouvoirs par conseiller communautaire si ma séance d'installation se tient jusqu'au 10 juillet inclus. Si le Sénat ne modifie pas, si le projet de loi ne retient pas la version Sénat, on retombera sur 1 par conseiller. Toutefois, si on a le texte adopté par le Sénat, ce sera bien 2 par conseiller. Sur la publicité des débats, là-dessus, par contre, on n'a pas de règle dérogatoire. Par principe, séance publique dans la limite des places disponibles. Donc, si on veut éviter la présence du public, il faudra envisager un huis clos en début de séance. Sur le fonctionnement du comité syndical jusqu'à la séance d'installation, sur ses pouvoirs, je ne reviendrai pas sur le débat, mais selon la DGCL, ils sont pleins entiers. À mon sens, prudence, et notamment prudence renforcée à compter du 10 juillet prochain. La particularité de fonctionnement jusqu'au 10 juillet prochain, ici pareil, pas d'obligation de réunion trimestrielle, initiative possible d'un 5e des membres du comité syndical, faculté de consultation des commissions thématiques. Toutefois, comme je vous le disais, la CAO continue à la consulter, sauf si, pour les avenants de plus de 5%, visio-audioconférence possible, quorum abaissé jusqu'au 10 juillet prochain à 1/3 des membres présents ou représentés. Une personne peut être titulaire de 2 pouvoirs. À compter du 11 juillet prochain, particularité de fonctionnement hors séance d'installation, puisqu'on les a évoqués avant, puisque, comme je vous l'évoquais, le Sénat
étend la possibilité, dans son texte adopté le 10 juin, mais voir si ça sera définitivement repris, la faculté de se dispenser des consultations des commissions jusqu'au 30 octobre prochain. De même pour la visio ou la réunion par audioconférence qui sera possible a priori jusqu'au 30 octobre prochain. Le quorum est abaissé à 1/3 des membres présents entre le 11 juillet et le 30 août prochain. Donc là-dessus, il y a toujours en l'état cette bizarrerie entre un quorum 1/3 des membres présents représentés jusqu'au 10 juillet inclus, et entre le 10 juillet et le 30 août, 1/3 des membres présents. On verra s'il n'y a pas d'évolution là-dessus. Pareil, une personne peut être titulaire de 2 pouvoirs jusqu'au 30 août prochain. Voilà, et je vous ai fait une petite synthèse ici de l'ensemble des situations. Donc jusqu'ici, c'est ce qu'on a évoqué juste avant. J'ai rajouté juste la séance d'installation au plus tard au 31 juillet pour les syndicats intercommunaux et au 14 août pour les syndicats mixtes fermés et ouverts, éventuellement reportés au 25 septembre prochain si le texte du Sénat est adopté en l'état. Pour finir, la deuxième option, où j'irai très rapidement, puisque les textes ne sont pas concordants et il risque d'avoir des évolutions en la matière, puisque ici, 2 options, soit une annulation du deuxième tour dans son ensemble, pour l'ensemble des communes. C'est une option qui a été supprimée par le Sénat, mais qui était dans la version Assemblée nationale. On verra ce que dira la commission mixte paritaire, et en sachant que c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Soit une annulation seulement du deuxième tour scrutin pour certaines communes, donc une annulation partielle. En tout état de cause, si en annulation du deuxième tour, reprise de l'ensemble du processus électoral, premier et deuxième tour. Attention, pour les communes de moins de 1000 ou Paris-Lyon-Marseille, où on aurait une élection définitive de certains candidats au 15 mars dernier, l'ensemble du processus électoral ne portera que sur les sièges non pourvus ou devenus vacants depuis. Ici, ça, c'est ces 2 options. Donc, on envisage chacune d'entre elles. Première option, annulation du deuxième tour dans son ensemble, option qui a été supprimée par le Sénat, mais qui était prévue par l'Assemblée nationale. On verra si ça revient. Ici, le texte, on a un report, donc annulation du second tour le 28 juin, et on a un report au plus tard en janvier 2021 du processus électoral. Dans l'attente, on a une modification importante quand même pour les EPCI à fiscalité propre à composition mixte, puisqu'il est prévu dans cette option-là, certes, le maintien du mandat des conseillers municipaux et communautaires sortants, et donc pour ces EPCI à fiscalité propre mixte, l'élection d'un exécutif transitoire au plus tard 3 semaines suivant l'entrée en vigueur de la loi qui est en cours de débat au Parlement. Pas de modification, malheureusement, pour les syndicats. On est toujours sur le même règle que ce que je vous évoquais jusqu'à présent. Deuxième option, annulation partielle du deuxième tour au plus tard le 27 juin. Donc, hypothèse, on a bien un second tour le 28 juin dans 96% des communes qui faisaient l'objet d'un second tour. Toutefois, pour 4% d'entre elles, on se rend compte qu'on a une reprise de l'épidémie qui empêche la tenue d'un second tour. On pourra par décret procéder à l'annulation et au report des élections du second tour dans ces seuls 4% de communes. Donc pour le reste, on aura bien une élection définitive. Il pourra avoir une incidence, par exemple, pour les EPCI à fiscalité propre, dont serait membre au moins une telle commune pour lesquelles l'annulation du second tour serait effective. Donc là, il est prévu un règle particulier où l'Assemblée nationale et le Sénat limitent le maintien du mandat jusqu'au 30 octobre prochain, 31 octobre prochain, donc avoir un second tour avant la fin de l'année, et prévoit une composition mixte du conseil communautaire avec les nouveaux élus qui sont entrés en fonction le 18 mai dernier, ceux qui auront été élus le 28 juin définitivement et ceux qui feraient l'objet d'un second tour, donc les élus sortants, avec les mêmes correctifs que je vous évoquais pour ces communes. Également, il est prévu l'élection d'un exécutif provisoire au plus tard 3 semaines suivant le 28 juin en la matière. Et par contre, pour les syndicats, les mêmes règles s'appliquent. Donc voilà, affaire à suivre. Maintenant, je vous laisse la dernière
la parole pour vos éventuelles questions. Merci Simon, merci pour cet exposé pas simple, hein, parce qu'effectivement là on a la percussion d'un paquet de textes qui ont évolué depuis la dernière fois où vous avez fait votre webinaire, où il y a encore des nouvelles règles qui sont venues s'agréger. Bon, néanmoins, ça donne quand même des pistes dans ce dédale pour pouvoir quand même, pour que chacun puisse avancer. Alors, pour démarrer, parce que le sens de votre question-réponse, je sais que vous êtes pressé, Simon, enfin, vous n'êtes pas pressé, mais vous avez une contrainte. Alors, je vais commencer tout de suite par la première question. Une question d'un participant qui dit, voilà, en cas d'annulation du second tour des municipales, partiel au total, le délai d'installation des syndicats mixtes fermés, donc 25 septembre proposé par le Sénat, sera-t-il revu? Ça, vous avez a priori répondu. Oui, il ne sera pas. Il ne pourra pas être donc, maintenu. Ce délai-là est seulement si on a une composition totale. Si on n'a pas de composition totale, c'est toujours un délai de quatrième vendredi suivant l'élection du maire ou du dernier président définitivement élu de vos membres. Alors, une autre question d'un participant. Il dit, voilà, je vous expose la situation. Notre conseil communautaire, dans sa forme mixte provisoire, se réunit demain pour voter le budget 2020, précédé du DOB. Donc, il indique, voilà, Maître Ray conseille la prudence sur les matières dont le conseil doit se saisir, et notamment celles exclues des délégations. Je voulais savoir si le vote du budget lui paraît risqué et pourquoi. Au cas où j'aurai la question demain. Voilà. À mon sens, non, puisqu'on a une ordonnance. Là, je vous exposais les grandes règles, hein, mais si on rentre plus finement dans le détail, on a une ordonnance particulière qui prévoit notamment le report de l'adoption du budget au plus tard le 30 juillet prochain. Et donc, si vous voulez quelque part être en capacité d'adopter votre budget, vous devez vous prononcer en la matière. Donc, à mon sens, pour le budget, vous êtes en capacité et compétent pour. Et en tout état de cause, vous avez la position de la DGCL qui, a priori, a l'air d'être suivie par la position du législateur, puisqu'il ne prévoit pas une particularité en la matière. Donc, à mon sens, pour le vote de votre budget de demain, je pense que votre conseil communautaire mixte transitoire est tout à fait compétent pour y procéder. D'ailleurs, il y a une question complémentaire à ce sujet. Une participante qui dit, voilà, en cas d'annulation du second tour, est-ce que le vote du budget primitif avant le 30 juillet sera-t-il maintenu? Ça, à voir, hein. Peut-être qu'on aura des évolutions, on verra. Déjà, si en commission mixte paritaire, il va y avoir différentes options là-dessus. Moi, je plaide depuis un certain nombre de temps pour que le législateur nous écrive très précisément dans le texte que les conseillers communautaires ou l'ensemble des élus dont le mandat est prorogé sont maintenus dans la plénitude de leur pouvoir pour éviter tout débat et toute interprétation différente qui pourrait être faite demain par le juge administratif. Moi, je pense qu'en l'état, on a quand même certains éléments pour fonder la plénitude de compétences des élus maintenus. Toutefois, ce que j'évoque, c'est prudence quand même, parce que je pense qu'il y a une petite zone d'ombre du fait de cette manque de clarté des textes pour l'adoption en la matière. Et donc, si on a un report du deuxième tour, en l'état, les textes ne précisent pas l'étendue des pouvoirs. Donc, je pense que ce serait de bonne loi qu'on ait un complément législatif là-dessus. Après, bon, je suis pas devin, mais on ne voit pas aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des données sanitaires, qu'est-ce qui amènerait le gouvernement à prendre une décision de report du second tour, quoi. On est à 2 semaines de l'échéance. Voilà, les données sont plutôt bonnes, donc voilà. Exactement. Moi, je ne pense pas. Hein. C'est pour ça que pour moi, l'option la plus probable, c'est un second tour le 28 juin. Ouais, complètement. Après, ce qui est intéressant dans le projet de loi en cours, c'est qu'on prévoit de nombreux reports, notamment par le Sénat, de règles dérogatoires pendant un certain nombre de temps du fait de cette option. Mais c'est pour ça que je suis allé très rapidement sur une éventuelle annulation, parce que c'est peu probable à mon sens. Oui, complètement. Une autre question d'une participante qui dit, voilà, bonjour, s'agissant des communes,
Lorsqu'avant l'installation du conseil municipal, le maire a adopté des décisions, par exemple, décision sur la délégation du conseil, du conseiller du conseil municipal ou sur base de l'article 1er de l'ordonnance du 1er avril, doit-on faire la restitution à l'occasion de la séance d'installation du conseil municipal? Est-ce qu'on doit rendre compte des délégations, des décisions adoptées par le maire sortant dans le cadre de ces délégations? Ça, ouais, Normalement, oui. La règle, si vous ne le faites pas, c'est que vous n'avez pas de sanction. La seule sanction, c'est que le conseil municipal décide de retirer ou de modifier l'étendue de délégation accordée au maire. Donc, si vous le faites, tant mieux, hein, c'est important de éventuellement rendre compte au conseil municipal des décisions adoptées, mais si vous ne le faites pas, il n'y a pas de sanction particulière en la matière. d'accord. Une autre question d'un participant qui, là, sur un sujet lié au syndicat. Et voilà, au sein d'un syndicat, si, comme évoqué, les délégués perdent leur mandat dès désignation des nouveaux par les communes ou EPCI, que se passe-t-il durant la période où ces derniers sont désignés et le nouveau syndicat ne s'est pas encore installé? On est dans un fonctionnement particulier de la structure syndicale, puisque le syndicat, il faut distinguer entre le 18 mai, on va dire, ou maintenant, et la séance d'installation qui interviendrait, allez, au plus tard, syndicat mixte fermé, le 14 août prochain ou éventuellement le 25 septembre. La règle, c'est que les représentants des communes ou des intercos sont maintenus, sauf qu'entre-temps, une commune ou une interco peut décider de remplacer ses représentants au sein du syndicat. Si moi, commune, je décide de remplacer mes représentants, lorsque mes nouveaux représentants vont siéger au sein du syndicat intercommunal, les anciens perdent leur mandat, et donc c'est mes nouveaux représentants qui siégeront, et de manière classique, en lieu et place des anciens. La problématique qu'il peut avoir, c'est si jamais mes représentants étaient membres de l'exécutif du syndicat. Donc, si jamais je désigne mes nouveaux représentants au sein de l'exécutif du syndicat avant la séance d'installation, eh ben, cette nouvelle désignation conduira à la perte du mandat. Par exemple, si mon délégué était président du syndicat, la perte de son mandat. Et donc, normalement, on doit procéder avant la séance d'installation à l'exécution d'un exécutif provisoire, entre nous soit dit, qui siégera jusqu'à la séance d'installation. Et à la séance d'installation, c'est l'ensemble des nouveaux représentants qui seront présents avec l'élection du nouvel exécutif de manière pérenne. Mais sur cette période-là, si on désigne des nouveaux représentants au sein du syndicat intercommunal, ils siégeront de manière provisoire jusqu'à la séance d'installation, sauf si ce sont les mêmes qui seront désignés par la commune de manière pérenne, mais on sera sur un mécanisme provisoire. D'accord. Des questions plus simples, entre guillemets, pour la convocation des conseillers communautaires. Est-ce qu'on est bien toujours sur le délai de 5 jours francs? Oui, sauf que le Sénat, dans la version du 10 juin, dans sa version du 10 juin, prévoit un délai de 3 jours francs pour la convocation. Puisque la logique, enfin, on verra si ça va être repris en commission mixte paritaire ou par l'Assemblée, la logique, c'est d'essayer d'installer l'ensemble des collectivités et de leurs groupements avant l'été. Et donc, installer rapidement les EPCI à fiscalité propre pour leur permettre de désigner leurs représentants au sein des syndicats, pour permettre éventuellement l'installation des syndicats avant l'été. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont prévu en l'état, on verra si c'est adopté, 3 jours francs. Sinon, si on n'a pas cette modification, ça reste sur 5 jours francs. D'accord. Une question, on va prendre 2-3 questions après, puis on va terminer la séance. Une question donc, sur la convocation des séances d'installation des syndicats mixtes fermés. Oui. Donc, un participant alors, il crée une question qui est en fait envoie aux nouveaux délégués des EPCI membres plus qui? Plus pour la séance d'installation. Pour la séance d'installation. Les syndicats mixtes fermés. Syndicat mixte fermé, on doit envoyer la convocation à l'ensemble des représentants des membres, des représentants des membres désignés, plus à l'ensemble des conseillers municipaux non membres de votre organe délibérant, si
vous avez des communes membres, et aux conseillers communautaires ou aux membres des conseillers syndicaux qui ne seraient pas membres de votre organe délibérant si vous avez un EPCI à fiscalité propre ou un syndicat intercommunal membre de votre structure. Donc, si je la refais de manière peut-être plus simple, vous devez convoquer les membres de votre organe délibérant, donc les représentants de vos membres. Si vous avez une commune membre, en plus, il faut envoyer aux conseillers municipaux non membres de votre organe délibérant. Si vous avez un EPCI à fiscalité propre, aux conseillers communautaires non membres de votre organe délibérant. Et si vous avez un syndicat intercommunal membre, aux membres de l'organe délibérant du syndicat intercommunal non désigné par celui-ci pour siéger au sein de votre structure syndicale. Pour terminer, deux questions qui sont de l'ordre de la voyance. Simon, je ne sais pas si vous êtes bon, si vous êtes un bon voyant. Non, c'est une blague, mais quelqu'un qui demande, voilà, quid, est-ce que il est question d'un report des sénatoriales à la rentrée ou pas? Si le second tour de scrutin est maintenu le 28 juin prochain, on n'aura pas de report des sénatoriales parce qu'il n'y a pas de difficulté. Si on a un report de l'ensemble du second tour, du second tour dans l'ensemble des communes et que celui-ci se tiendra au plus tard en janvier, on aura un report nécessaire des sénatoriales. Par contre, la question qui pourra se poser, c'est si on a un simple report partiel du second tour, là, il faudra se poser la question, est-ce qu'il y a un report des sénatoriales ou pas? Le Sénat considère que non, puisqu'il a supprimé la possibilité de ce report-là, mais à voir, ça dépend de l'annulation ou non du second tour de scrutin, étant précisé quand même qu'on a un projet de loi organique qui a été mis en place expressément pour prévoir ce report des sénatoriales. Dernière question, un participant qui dit, voilà, quel est votre avis sur la QPC qui sera examinée le 15 juin, demandant l'annulation des résultats du premier tour en raison des très faibles taux de participation, confère à un article du Monde du 8 juin. Est-ce que... Et vaste question. Moi, je ne pense pas que la QPC puisse avoir un effet direct sur les élections, puisqu'elles sont dirigées notamment contre des dispositions de la loi du 23 mars 2020 qui sont adoptées postérieurement aux élections. Donc, je ne vois pas comment, même si le Conseil constitutionnel déclare de manière inconstitutionnelle les dispositions de cette loi, comment elle pourrait avoir des effets rétroactifs sur les élections du premier tour de scrutin. Ce qui pourrait être embêtant, c'est si le Conseil constitutionnel, lorsqu'il déclare éventuellement cette disposition inconstitutionnelle, considère qu'il y ait une insincérité du scrutin liée à un fort taux d'abstention. C'est ça. Si c'est cela, ça pourrait avoir un impact, mais là, à ce moment-là, sur l'ensemble des opérations électorales, mais de manière indirecte. Mais cette option, moi, je n'y crois pas, pour une raison politique, peut-être juridique aussi. Je ne vois pas le Conseil constitutionnel considérer cette option-là, puisque ça voudrait dire annulation de l'ensemble des élections du premier tour, avec quand on voit la difficulté de tenir le second tour dans ces contextes-là, donc repartir premier et deuxième tour, je pense que ça poserait une complexité telle que pour cette raison politique, moi, je n'y crois pas. Pour une raison juridique, je n'y crois pas non plus, puisqu'il ne faut pas oublier que le Conseil d'État, même s'il n'est pas le Conseil constitutionnel, lors de son avis émis sur le projet de loi du 23 mars, qui a donné lieu à la loi du 23 mars, la loi d'urgence dernier, avait considéré que les élections s'étaient tenues dans des conditions satisfaisantes dans la plupart des communes de France. Donc, personnellement, moi, je n'y crois pas du tout. Après, peut-être que le Conseil constitutionnel me donnera tort, mais en tout cas, je ne l'espère pas, en tout cas dans le contexte actuel et les difficultés qu'il y a, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le Conseil scientifique vient de nous dire quand même que si on peut tenir le second tour de scrutin, il y a quand même un risque de recrue de l'épidémie lié à ces opérations-là. Donc, voilà. Ouais. Bon, merci Maître Ray, merci pour votre contribution. Je tiens à préciser quand même que ce travail-là a été fait de manière bénévole et c'est important de le souligner parce que c'est un travail quand même complexe de suivi de l'ensemble de ces textes. Donc merci
pour votre intervention. Voilà. Pour l'ensemble du coup des participants, je vous remercie également de votre attention pendant ce webinaire consacré du coup à ces questions du report des élections. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage pour les semaines à venir sur l'organisation des différents, l'installation de différentes instances, parce que ça va être effectivement assez compliqué. Sachez donc que vous aurez du coup le support de Maître Ray, donc vous sera envoyé du coup par mail, hein, par nos équipes. Et puis comme ça, vous pourrez du coup vous référer à ça pour si vous avez des difficultés dans les jours prochains. Voilà. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions et des interrogations, nous sommes à votre disposition pour essayer d'y répondre Voilà. dans un autre format. Voilà. Voilà. Écoutez, merci à tous. Bonne soirée. Merci à puis, je vous. vous dis à bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Maître Ray, voilà. Les autres, vous avez des applaudissements, des gens qui vous remercient. Voilà, je voulais vous le signaler. Voilà. Très bien. Merci à vous. Et puis, Merci. bon courage. Au revoir. Merci, au revoir.